Mesdames, Messieurs, le Premier ministre, Madame Vidal, Monsieur Lemoine. Monsieur le Premier ministre, donc je vous invite à vous asseoir, ainsi que la ministre et le secrétaire d'État. Donc, en tant que directrice générale de Campus France, je vais dire quelques mots de bienvenue, suivi du recteur de l'AUF, Jean-Paul de Godemar, puis nous inviterons le Premier ministre à intervenir. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le recteur de l'AUF, cher Jean-Paul, Mesdames et Messieurs les recteurs, Monsieur le directeur du 104, chers partenaires avec qui nous avons organisé ces rencontres universitaires de la francophonie, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue à Campus France, bienvenue aux rencontres universitaires de la francophonie. Monsieur le Premier ministre, nous sommes très fiers et très honorés de vous recevoir ici avec nos deux ministres de tutelle pour ouvrir ces rencontres. Merci d'avoir choisi les rencontres universitaires de la francophonie pour annoncer la nouvelle stratégie française d'attractivité pour les étudiants internationaux. Nous savons que c'est quelque chose de très important. Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous l'équipe France de la francophonie, une francophonie ouverte et vivante, et vous avez devant vous tous les acteurs de l'attractivité. Je voudrais ici les citer et les remercier. Je remercie bien sûr l'AUF, notre partenaire co-organisateur. Je remercie les conférences d'établissement, la CPU, la CDFI, la CGE. Je remercie bien sûr donc nos partenaires, l'OIF, l'AEFE, l'Alliance française, la DQF, le CIEP, la CIUP, la CCIP, l'Institut français, bien sûr, et TV5 Monde, nos partenaires pour ces rencontres universitaires de la francophonie. Je souhaite aussi remercier les 130 établissements français d'enseignement supérieur et de la recherche et les centres de FLE ici présents. Je remercie les 36 établissements étrangers en provenance du monde entier, invités par les postes et l'AUF. Je remercie les 13 établissements franco-étrangers qui sont présents. Je remercie les 40 ambassades étrangères en France et notamment les ambassadeurs de Bolivie, d'Haïti, de Malaisie, de Maurice, de Niger, du Togo et du Mozambique. Je remercie bien évidemment et chaleureusement les 62 postes diplomatiques du monde entier, représentés ici par leurs conseillers d'action culturelle et les responsables d'Espace Campus France. Monsieur le Premier ministre, vous avez ici les établissements qui accueillent les étudiants internationaux et qui nouent des partenariats, les postes et les responsables d'Espace Campus France qui font la promotion de la France et conseillent les étudiants internationaux, et sont également présents des alumni, donc des étudiants internationaux, qui ont choisi la France comme destination d'études. Je veux également citer et remercier les ministères avec qui nous travaillons au quotidien, y compris parfois le week-end, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le ministère de l'Intérieur, de la Culture et de l'Agriculture. Sans remercier, Monsieur le Premier ministre, l'équipe de Campus France, donc je remercie très chaleureusement, merci à tous et à toutes. Et je remercie également le conseiller du Président de la République qui devrait être présent. Monsieur le Premier ministre, nous attendons vos annonces qui feront de la France un acteur majeur de l'attractivité. Bienvenue à Campus France et bienvenue aux rencontres universitaires de la francophonie. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, je voudrais joindre ma voix à celle de Béatrice parce que nous sommes évidemment très reconnaissants à tous ceux qui sont ici,
qui nous ont permis d'organiser ces journées, qui, Monsieur le Premier ministre, vous en doutez, ont pour l'AUF une résonance particulière, puisque ce sont cette année des rencontres universitaires de la francophonie. C'est d'une certaine manière une première réponse aux vœux exprimés par le président de la République le 20 mars dernier dans son discours sur le plan langue française, qui souhaitait des rencontres universitaires de la francophonie. C'est une première réponse aujourd'hui. Alors nous l'avons préparé avec quelques mots-clés en tête que nous partageons avec Campus France. Le premier, c'est le potentiel. Nous voudrions, Monsieur le Premier ministre, vous donner un aperçu du potentiel formidable que représente la francophonie universitaire. Vous en verrez un échantillon. Nous souhaitons aussi vous montrer comment cette francophonie universitaire aujourd'hui est mise au service d'une solidarité universitaire active. C'est-à-dire que les universités qui composent ce réseau, c'est quelques 900 universités aujourd'hui qui accueillent pas loin de 15 millions d'étudiants, travaillent ensemble, font des échanges d'expériences, de savoir-faire et permettent à cette francophonie universitaire de devenir un fleuron, je dirais, dans le développement que nous attendons tous. Cette solidarité active, elle est mise au service notamment de ce que l'on pourrait appeler un co-développement, c'est-à-dire non pas un développement qui viendrait d'en haut, qui viendrait d'une expérience supérieure, mais où les universités se mettent ensemble, notamment entre le Nord et le Sud, pour construire des projets ensemble. Et tout cela, Monsieur le Premier ministre, dans une perception et dans une ouverture culturelle qui est absolument essentielle au monde universitaire. Vous en aurez aussi des nombreux échantillons. Ce n'est pas une francophonie fermée sur elle-même, c'est une francophonie complètement ouverte sur le monde et à cet égard un moteur absolument essentiel, moteur du développement, mais aussi moteur du vivre ensemble. Merci pour votre présence, merci en tout cas du soutien que vous nous apportez et merci des annonces que vous allez faire. Merci. Monsieur le Premier ministre, allez-y. Je vous invite donc à prononcer votre discours. Madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, dans un magnifique tour du monde de la francophonie, Le monde est mon langage, Alain Mabanckou écrit, je le cite, « J'ai choisi depuis longtemps de ne pas m'enfermer, de ne pas considérer les choses de manière figée, mais de prêter plutôt l'oreille à la rumeur du monde. » Éternel étudiant du monde, écoutant du monde, Alain Mabanckou nous donne à entendre des voix qui disent et qui pensent le monde en français. De Mpili, au Congo, avec le poète Tchikaya Umtamsi, à Montréal, avec Dany Laferrière, en passant par Makelekele, avec Sonny Laboutansi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Makelekele, je tiens à préciser que c'est un arrondissement de Brazzaville où vivait Sonny Laboutansi. Je le dis parce que j'ai utilisé le nom d'un autre quartier récemment, et ça s'est vu. Tous ces grands noms animent la République internationale des lettres francophones, dont vous êtes également les représentants. Si l'on écoute la rumeur du monde, on entend que la langue française n'en finit pas de se renouveler. Et on entend aussi que la jeunesse et le monde évoluent, ce qui nous met au défi de renouveler notre enseignement supérieur et notre recherche au même rythme et avec une même ambition. Parmi les nombreuses réformes que nous menons depuis 1 an et demi, celle que vous mettez en œuvre, sous l'impulsion de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, me rend particulièrement fier. Je l'ai dit, je le redis, la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants est une loi et une des réformes qui est le plus chère à mon cœur, parce que je pense que c'est une de ces réformes qui va le plus durablement transformer notre pays. En améliorant l'accueil et l'accompagnement de nos étudiants en premier cycle universitaire, et en mettant un terme à un système qui conduisait trop souvent à l'échec en licence. La capacité pour les établissements d'enseignement supérieur
de concevoir et de moduler leur premier cycle d'enseignement supérieur en fonction des étudiants me paraît être un élément de transformation extrêmement prometteur. Mais une seconde étape, tout aussi importante, consiste à gagner la bataille de la concurrence internationale entre nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. C'est une bataille pacifique, évidemment, mais c'est une bataille qui a des enjeux considérables. En accueillant les étudiants les plus brillants et les plus méritants, et qu'ils viennent de Pékin ou de Kinshasa, qu'ils étudient l'intelligence artificielle ou la linguistique médiévale, nous serons nous-mêmes beaucoup plus forts. En projetant partout dans le monde notre enseignement supérieur et notre recherche, nous permettrons de multiplier les points de contact, les points d'influence, les points d'accélération entre la langue française, entre cette communauté francophone et les pays de destination. Dans ce contexte, la francophonie n'est plus simplement un atout historique, c'est une chance pour la France et pour tous les pays qui ont le français en partage. Le français n'est pas seulement une langue de communication et de création, c'est une langue d'éducation qui a permis à des générations d'étudiants de sortir des frontières de leur pays pour accomplir leurs rêves et leurs vocations. Vous savez que le président de la République a une grande ambition pour la francophonie, dont les universités sont les premières enceintes de diffusion et de rayonnement. Je voudrais à ce sujet saluer l'Agence universitaire de la francophonie qui fédère plus de 800 établissements universitaires partout dans le monde, regroupés sous la bannière francophone. Avec cette agence, avec Campus France, avec vous tous, nous avons un grand objectif qui est d'augmenter significativement le nombre de codiplômes et d'accords entre nos établissements, pour favoriser les mobilités par-delà les frontières. Car aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une révolution. Le monde n'a jamais compté autant d'étudiants et ils n'ont jamais été aussi nombreux à étudier à l'étranger. Pour autant, l'attractivité ne se décrète pas, elle ne se constate plutôt, elle se construit, elle se conquiert. Face à une concurrence internationale de plus en plus vive, la France doit rester l'un des acteurs majeurs de cette mondialisation des études supérieures. C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui la stratégie Bienvenue en France. D'ici 2025, on dit que le nombre d'étudiants en mobilité internationale aura doublé, passant de plus de 4,5 millions à 9 millions d'étudiants, notamment parce que la jeunesse des pays en développement accède massivement aux études supérieures. Commençons par reconnaître quelque chose qui me paraît évident, c'est une chance et une opportunité exceptionnelle pour l'humanité tout entière. C'est aussi une opportunité magnifique pour la France, qui est attendue, qui est recherchée à travers le réseau de la francophonie, à travers l'excellence de son réseau d'enseignement supérieur, grâce à la diversité de ses formations. La France est le 4e pays de mobilité étudiante au monde et c'est le premier pays non anglophone de mobilité au monde. Si les étudiants choisissent de venir étudier en France, c'est parfois par évidence linguistique parce qu'ils sont francophones, c'est souvent aussi par affinité avec notre culture, notre art de vivre. Il nous revient à nous d'inventer 1000 autres raisons qui les décideront à venir, à commencer évidemment par la qualité des formations proposées et des conditions d'accueil. Et sur ce point, disons les choses, nous pouvons faire beaucoup mieux, car nous sommes sans cesse comparés, évalués, arbitrés, parmi un très grand nombre d'autres destinations possibles. À l'heure des réseaux sociaux, se reposer sur sa seule réputation est un pari bien risqué. Or, les étudiants qui choisissent la France nous confient parfois en souriant « La France, ça se mérite », ce qui traduit pudiquement un certain désarroi face à l'écheveau des complexités administratives auxquelles ils doivent faire face. Pour gagner en attractivité, il faut s'attaquer à tous les sujets, à tous les détails du quotidien qui compliquent la vie des étudiants étrangers. Beaucoup de pays construisent déjà ces stratégies globales d'attractivité qui associent les études, le marché de l'emploi, le tourisme, ce qui explique à bien des égards le rayonnement asiatique ou celui des monarchies du Golfe. En la matière, comme dans le domaine économique d'ailleurs, les grands équilibres du monde sont en train de se déplacer. Je veux le dire clairement, nous devons accueillir plus d'étudiants étrangers. Et pour accueillir plus d'étudiants étrangers, nous devons mieux accueillir des étudiants étrangers. Notre objectif, c'est d'atteindre 500 000 étudiants en mobilité à l'horizon 2027.
Nous en comptons actuellement 320 000, dont 245 000 en mobilité diplômante, comme on dit. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement a donc construit une stratégie d'attractivité qui repose sur 3 piliers et qui doit nous permettre d'atteindre cet objectif. Le premier pilier consiste à garantir les meilleures conditions d'accueil possibles aux étudiants internationaux. Ça commence dès le stade de la candidature, quand les étudiants entrent en contact avec les services de l'État et les institutions d'enseignement à l'étranger. Nous voulons améliorer la procédure de délivrance de visas aux étudiants étrangers pour leur donner un premier signal d'intérêt et de bienveillance plutôt que d'indifférence ou de pesanteur. Concrètement, nous allons harmoniser et simplifier la liste des documents nécessaires à une demande de visa pour les étudiants. Nous allons progresser dans la dématérialisation. Le dépôt de la demande de visa pour études se fera désormais en ligne. Dès l'année prochaine, les étudiants internationaux pourront aussi faire valider en ligne leur titre de séjour à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, peu après leur arrivée. Nous allons encore limiter la nécessité de se rendre au consulat ou au centre externalisé de visa, seulement pour le dépôt des pièces justificatives et la prise d'empreintes biométriques. Enfin, les consulats devront donner la priorité aux demandes de visa étudiants à l'approche de la rentrée. Par ailleurs, à partir de mars 2019, l'année prochaine, les étudiants titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur français équivalent au master et qui sont retournés dans leur pays d'origine pourront bénéficier d'un titre de séjour pour revenir en France, créer une entreprise ou chercher du travail. C'est une innovation importante de la loi du 10 septembre 2018 sur l'asile et l'immigration, conformément à l'engagement pris par le président de la République dans son discours de Ouagadougou. Car si l'on accueille des étudiants étrangers, si l'on investit sur eux, c'est aussi pour qu'ils puissent faire ces allers-retours, pour être ces moteurs de croissance en France et à l'étranger. Au-delà de l'octroi des visas, nous voulons améliorer l'accompagnement à toutes les étapes des études. Et en la matière, il y a de nombreuses initiatives qui existent, il faut s'en inspirer. À Nice et à Toulon, les étudiants peuvent être accueillis à la descente de l'avion ou du train. À l'université de Cergy-Pontoise ou de Strasbourg, un guichet d'accueil répond à leurs questions et les aide à accomplir leur démarche administrative ou à s'inscrire à des activités culturelles. À l'université de Lorraine, de Limoges ou d'Artois, une journée d'accueil est organisée à leur intention, et c'est même une semaine à l'université de Lille ou de Picardie. Nous allons généraliser ces bonnes pratiques pour construire ce que j'appelle une véritable culture de l'accueil qui est indispensable. J'ai donc souhaité qu'un label « Bienvenue en France » soit créé dès cette année et attribué par Campus France aux universités et aux écoles qui améliorent très concrètement l'accueil des étudiants internationaux. 70 établissements se sont déjà engagés dans cette démarche et pourraient prétendre à une labellisation avant que d'autres ne les rejoignent. J'ai aussi demandé à Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de constituer un fonds d'amorçage Bienvenue en France pour accompagner, dès la rentrée prochaine, les initiatives concrètes des universités labellisées. Il sera doté d'une dizaine de millions d'euros dès cette année. Ces bonnes pratiques convergeront en 10 engagements clés pris par les acteurs de l'enseignement supérieur sous l'égide de la ministre et dans la concertation. Il me semble que les premiers s'imposent. Je voudrais en citer quelques-uns. D'abord, systématiser le guichet d'accueil unique, ou comme on dit parfois dans un français particulier, le Welcome Desk, qui sera en lien avec la préfecture. J'ai demandé à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et à Frédérique Vidal de simplifier les modalités d'accueil dès la rentrée prochaine. Deuxième point, garantir à chaque étudiant, dès son arrivée en France, un référent qui l'accompagnera. Cela dépend évidemment des établissements d'enseignement supérieur, mais cette démarche de donner un référent à chaque étudiant étranger qui arrive, c'est permettre finalement à quelqu'un qui est accueilli de ne pas se sentir seul au moment où il arrive. Et beaucoup d'entre nous dans cette salle ont vécu cette expérience d'aller étudier dans un pays qui n'est pas le sien, dans un système d'enseignement qui n'est pas forcément le sien. Et vous savez parfaitement combien il est précieux d'être accompagné au tout début. Dans la durée aussi, mais au tout début en particulier. Troisième élément, faciliter l'accès au logement des étudiants internationaux. Il faudra déjà rendre intégralement accessible en anglais la plateforme Locaviz, qui recense les logements libres des résidences universitaires et des offres de logement de particuliers. D'autres initiatives verront le jour, comme celle qu'annonçait le président de la République, la création d'une maison des étudiants francophones à la Cité internationale universitaire de Paris en 2020. Elle proposera 150 places pour des étudiants
venus du continent africain, sélectionnés sur des critères d'excellence académique. Développons par ailleurs l'offre d'enseignement en français langue étrangère. La demande des étudiantes en la matière est très forte, et vous êtes convaincus comme moi que c'est le premier des jalons pour amplifier la dynamique de la francophonie. La concertation à venir envisagera de généraliser une sorte de sas d'entrée proposant des cours de français langue étrangère intensifs pour les étudiants non francophones. Toutes les formations de français langue étrangère délivrées dans le cadre d'un cursus auront aussi vocation à être labellisées pour garantir leur qualité. Il faudra également développer l'offre d'enseignement en anglais. C'est nécessaire si nous voulons accueillir et partager nos valeurs avec plus d'étudiants non francophones. Et puisque les cursus en anglais s'accompagnent de l'apprentissage du français, ils favoriseront notre francophonie. Mieux accueillir les étudiants étrangers, c'est donc le premier pilier de notre stratégie. Le second consiste à instaurer une forme d'équité financière. Actuellement, la France est l'un des pays au monde où les droits d'inscription des étudiants internationaux sont les plus faibles. C'est presque comme s'ils n'existaient pas. En bref, un étudiant étranger issu d'une famille fortunée qui vient en France paye le même montant qu'un étudiant français peu fortuné dont les parents résident, travaillent et payent des impôts en France depuis des années. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est absurde, et je crois même qu'il y a là quelque chose qui est injuste. Et je pense surtout que ce choix a comme conséquence la faiblesse des moyens disponibles pour accueillir et pour accompagner les étudiants internationaux. Nous avons donc décidé que les étudiants internationaux, qui ne résident pas dans l'espace économique européen, paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation. Le tiers du coût réel de leur formation. Ce qui signifie en pratique que la collectivité nationale prendra encore à sa charge les 2/3 du coût de leurs études. C'est un choix fort, c'est un choix de solidarité et d'ouverture qui nous permettra de mieux accueillir les étudiants qui choisissent la France. Mais c'est aussi un choix responsable et mesuré, car nous resterons très en dessous des 8 à 13 000 euros de nos voisins néerlandais, des dizaines de milliers de livres en Grande-Bretagne et de la plupart des pays européens, sans évoquer bien sûr la situation sur le continent nord-américain. Dans le même temps, et parce que ça n'a de sens que parce que dans le même temps, nous allons tripler le nombre de bourses et les exonérations de droits pour ceux qui en ont besoin. Actuellement, le Quai d'Orsay, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, attribue des bourses d'études à 7 000 étudiants étrangers. Nous allons ajouter 8 000 bourses d'exonération. Ce dispositif national, qui sera piloté par nos services diplomatiques, je sais que quand on passe de 7 à plus 8, ça ne triple pas. Non, je le dis parce que, en dépit d'études juridiques et plutôt littéraires, je sais compter. Je le dis parce que toutes les bourses ne sont pas contenues dans cette annonce. Il y en aura d'autres, éventuellement décidées par les établissements d'enseignement supérieur. Donc, je vais vérifier si vous suivez bien. Ce dispositif national, qui sera piloté par nos services diplomatiques, se doublera, j'y viens, d'environ 6 000 autres bourses d'établissement que les universités pourront librement attribuer aux étudiants internationaux. Ces bourses pourront comporter des exonérations ou une aide en numéraire. Enfin, les universités et les écoles auront toute liberté de prévoir des accords avec d'autres universités et écoles pour exonérer de droits leurs étudiants respectifs. Chaque université et chaque école sera libre, comme c'est d'ailleurs partout dans le monde, de construire sa politique d'attractivité et d'accueil. Et je le dis aux présidents d'université, à toute la communauté universitaire, je les appelle à se saisir de ces nouveaux outils pour construire une stratégie d'attractivité ambitieuse et adaptée à la situation de leur université. Je terminerai avec le dernier pilier de notre stratégie d'attractivité. Meilleur accueil, transformation financière. Troisième pilier, c'est le rayonnement de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Les étudiants français sont les bienvenus dans nos universités et nos écoles, mais nos écoles et nos universités peuvent aussi aller à eux, directement aux étudiants étrangers. Il existe beaucoup de partenariats universitaires et des antennes implantées partout dans le monde. L'ESSEC à Rabat et à Singapour, l'école centrale à Casablanca et à Pékin, Paris Dauphine à Tunis, la Sorbonne à Abu Dhabi.
Notre enseignement supérieur et notre diplomatie peuvent avancer main dans la main pour imaginer une politique qui allie excellence académique et solidarité. J'ai demandé à Jean-Yves Le Drian de mettre en place, dès 2019, un fonds d'amorçage doté de 5 millions d'euros pour soutenir les nouvelles initiatives qui s'inscriraient dans ce champ. L'objectif, c'est de permettre aux établissements intéressés, par une projection à l'international, d'effectuer des démarches exploratoires. Nos ambassades, notre réseau culturel et toute la partie de l'action diplomatique consacrée à la coopération universitaire se tiendront à la disposition des établissements pour accompagner leurs initiatives. Dès que les projets seront jugés pertinents et solides, l'Agence française de développement prendra le relais en engageant 20 millions d'euros chaque année pour accompagner leur mise en œuvre. Le campus franco-sénégalais ou l'université franco-tunisienne de l'Afrique et de la Méditerranée nous montrent déjà la voie. Il faut voir désormais bien plus grand grâce à ces outils. Mesdames et messieurs, chers amis, nous savons tous que les étudiants étrangers nous enrichissent de leur présence, de leur regard, de leurs différences, de leur potentiel. Mohamed Harkoun, Leïla Slimani et tant d'autres ont été des étudiants étrangers en France, auxquels il n'a pas toujours été réservé un accueil à la hauteur de ce qu'ils nous ont ensuite apporté. Car aujourd'hui, ils nous aident à penser le monde. L'égalité entre les femmes et les hommes, les transformations rapides, parfois déstabilisantes, parfois incroyablement prometteuses, du monde dans lequel nous vivons. Je pense aussi aux mathématiciens Arthur Avila et Alessio Figali. Tous deux ont reçu la médaille Fields en 2014 et en 2018. Tous deux avaient été en partie formés par la France. Nous devons nous donner les moyens de cet enrichissement. C'est ce que vise notre stratégie Bienvenue en France, qui est sous-tendue par deux ambitions: augmenter le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans nos écoles et nos universités, et instaurer un principe d'équité solidaire en faisant payer les étudiants étrangers qui en ont les moyens pour financer des bourses destinées aux moins fortunés et aux plus méritants des autres étudiants qui sont accueillis. Cette stratégie cherche, en somme, à opérer une forme de révolution, que notre attractivité ne soit plus en partie fondée sur la quasi-gratuité, mais qu'elle soit fondée sur un vrai choix, un vrai désir, celui de l'excellence. Je vous remercie.